Bruno Mont-Saint-Jean, Nicolas Godin, vous avez été réunis ici probablement parce que Nicolas Godin, vous avez publié il y a quelque temps un album qui s'appelait Contrepoint, et vous aviez dit qui était largement inspiré de Jean-Sébastien Bach, on va avoir l'occasion d'y revenir, et d'un film de Bruno Mont-Saint-Jean sur Glenn Gould, et que ça avait été comme une forme de déclencheur pour vous. Alors déjà, est-ce que c'était ce film-là? Et qu'est-ce que ça a déclenché? Qu'est-ce que vous avez vu dans ce film qui vous a inspiré pour faire Contrepoint? Merci beaucoup de m'inviter parce que c'est quand même le film de Bruno et moi je suis venu bien tard dans cette histoire. J'étais en tournée avec mon groupe R et un des musiciens avait amené des films pour qu'on regarde dans le bus pendant les trajets et il a mis ce film-là dans le lecteur DVD et je me suis pris une énorme claque et j'ai un peu... c'était une période comme beaucoup de gens qui font des groupes où une certaine lassitude apparaît parce que la vie en tournée, c'est qu'on joue tous les soirs les mêmes morceaux qui ont été faits il y a plusieurs années. Et d'ailleurs, Gould en parle sur son expérience de performeur, de concertiste. Et ça m'a un peu... J'étais arrivé là dans ma carrière pour mon amour de la musique. Et cet amour de la musique était de plus en plus effacé face à une certaine forme de professionnalisme et on répétait tous les soirs les mêmes choses et je n'avais plus l'impression d'être dans la création et dans l'amour qui m'a poussé à en être arrivé là. Et du coup, je suis rentré et grâce à ce film, j'ai voulu un peu... ça m'a donné un nouveau départ pour de nouveau me nourrir parce qu'en fait, les artistes, on se nourrit de choses et on est comme des éponges et c'est vrai que la vie en tournée nous rend stériles. Et ce film m'a donné de nouveau... j'ai senti que il y avait encore de la place pour que je puisse changer un peu de vie et continuer à me nourrir de la musique et d'essayer de passer à un niveau supérieur aussi. Parce que moi, en plus, j'ai fait de la musique assez simple. C'est le monde de la pop musique. Donc, c'est une mélodie pour un couplet, une mélodie pour un refrain. Et puis, on fait A, B, A, B, A, B. Et puis, B, B, B. Et puis, après, on enchaîne, quoi. Et voilà. Et du coup, j'étais arrivé un peu au bout de cette formule. Voilà, on va dire. Voilà. Et c'est mon humble raison de ma présence ici. Mais maintenant, tout le mérite revient à Bruno pour tous ces films qu'il a fait, parce qu'il n'y a pas que celui-ci. Mais voilà. Après, j'ai commandé des DVD sur Internet, et puis j'ai regardé sur YouTube ce que je pouvais voir. Donc j'ai un peu élargi. Suite à ce film-là, j'ai pu découvrir les autres films de Bruno qui sont tout aussi incroyables. Allez, par exemple, vous en citez un autre. Oui, celui sur Richter, parce que en fait, moi, quand je me suis mis, par exemple, suite à ce film-là, j'ai commencé à étudier le clavier bien tempéré, et à chaque fois que je voulais apprendre un morceau, j'écoutais la version de Richter et la version de Gould, comme ça j'avais un peu les deux extrêmes, et j'avais plus besoin d'écouter les autres, quoi. C'était vraiment... Donc les deux films, c'est bien aussi d'accompagner, je conseille aux autres, et puis après, bon... il y en a beaucoup d'autres aussi. Alors, vous me fournissez la question suivante, parce qu'on ne peut pas faire plus différent que Sviatoslav Richter, le pianiste russe, et Glenn Gould, qu'on vient de voir ici dans ce film, Bruno Mont-Saint-Jean. Ah, quoique. Alors je pense que tout ce qui est grand dans l'existence se rejoint, même par des voix qui sont complètement différentes. Et moi, ce qui m'a beaucoup touché dans l'approche de Nicolas, c'est que venant d'un monde complètement autre que celui de la musique classique, il a rejoint exactement cette aspiration qu'on a tous vers quelque chose de transcendant, et une transcendance que probablement peu, sinon aucun autre interprète n'a pu approcher à ce point-là que Gould, en tout cas dans le sentiment qu'il nous donne. Donc je trouve qu'on s'y retrouve finalement. On s'y retrouve. Et quand vous parlez du clavier bien tempéré, je veux par Richter et je veux par Glenn Gould, est-ce que vous ne regrettez pas l'absence de plusieurs versions du clavier bien tempéré par Glenn? Et oui, parce que je pense que il est devenu un peu fou avec ses enregistrements, et que par exemple dans certains extraits que vous avez sélectionnés dans vos films, par exemple la version de la partita 6 qu'il y a dans The Alchemist, elle est meilleure que celle
que celle qu'il a enregistrée, je trouve. Donc, en voyant ça, je me suis dit, tiens, je regrette qu'il n'y ait pas plusieurs versions parce que, effectivement, c'est pas forcément la meilleure qu'il a enregistrée. Mais je pense que il s'est vraiment, il est devenu trop obsessionnel et je pense qu'avec les technologies d'aujourd'hui, il serait devenu fou. Enfin, il était déjà fou, mais je veux dire, il aurait, je pense on l'aurait plus jamais revu, il serait resté enfermé dans le studio et il n'en serait plus jamais sorti parce qu'il y a tellement de possibilités aujourd'hui avec les ordinateurs que avec son esprit, ça aurait été trop d'options dans sa tête. Si je pense qu'il aurait explosé, quoi. Implosé, pardon. Oui, c'est très curieux parce que l'idée de folie associée avec Gould me semble quelque chose d'absolument sans rapport. Je trouve que s'il y a quelqu'un dans le monde de la musique ou dans le monde en général qui n'ait pas été fou, c'était bien Glenn. Je trouve il y a une telle cohérence dans ce qu'il a, dans sa manière d'approcher, dans son existence, dans la manière dont il a mené son existence, que en fait on est tous à côté de la plaque et que lui avait une raison parfaite. Il a mis en œuvre les méthodes nécessaires pour aboutir à son projet. Alors que s'il avait continué, effectivement, vous savez qu'il avait décidé de toute façon d'arrêter de jouer du piano à l'âge de 50 ans. Il s'est trouvé qu'il a arrêté de manière effective de jouer du piano puisqu'il est mort le jour de ses 50 ans. Mais il avait bien l'intention de faire ça en me disant toujours qu'il avait quelques années de retard. Il est toujours en retard. Il avait décidé d'arrêter de jouer du piano en public quand il avait 30 ans et il avait 31 ans et demi lorsqu'il a effectivement donné son dernier concert. Donc il avait un petit peu de retard et nous avions, nous, une quantité de projets qui étaient largement élaborés déjà, dont bien entendu un complet en filmation du clavier bien tempéré. Et puis il y avait pas mal de choses. Il y aurait eu un récital à Carnegie Hall. Le Carnegie Hall vide, bien entendu, sans personne. Et puis la messe en si mineur de Bach, et les symphonies de Brahms et de Haydn, et le Siegfried et Lille que nous devions filmer très peu de temps. Nous avions prévu même de nous retrouver. La dernière fois que j'ai parlé avec Gould au téléphone, vous savez qu'on communiquait énormément par téléphone avec lui. Il m'appelait, à une époque, il m'appelait pratiquement tous les jours. Et c'était des conversations absolument sublimes qui duraient toute la nuit. Ça commençait vers minuit ou 1h du matin. Et puis, vers 7h, on avait à peu près épuisé le sujet de conversation jusqu'au lendemain. Et malheureusement, j'avais pourtant des appareils, des répondeurs téléphoniques. J'aurais dû brancher le répondeur. Ça aurait été absolument extraordinaire d'avoir tout ça. Mais où est-ce que j'en étais? Oui, donc il était en retard et nous avions des projets jusqu'en 1995, 85, pardon. Il est mort en 82, donc il y avait toute une série de choses qu'on comptait faire. Et je trouve que ce que vous dites sur la partita, la 6e partita de Bach, entre le film que j'en ai fait et son enregistrement, vous savez que son enregistrement était bien antérieur, puisqu'il a enregistré ça en 57 et que nous avons tourné ça en 74. Donc il avait, je ne pense pas, je pense que l'idée d'un laboratoire dans le studio était quelque chose de très présent dans son esprit, mais ce laboratoire pouvait conduire à toutes sortes de voies différentes. Ainsi, lorsqu'on a tourné le 2e film sur Bach, et nous avions prévu d'insérer dans ce film la fugue en mi majeur du 2e livre du clavier intemporel, vous savez c'est qui? Il l'a enregistré pour le disque quelques années auparavant et il en avait fait un abrégé extraordinairement rapide, comme avec un C barré. Donc c'est ce qui est tout à fait vraisemblable. Pour mon film, on avait discuté je ne sais combien de fois, parce qu'on a préparé ces films pendant des années, bien entendu. Et il m'avait proposé toute une série d'approches du tempo possible. Et on avait retenu finalement une version extraordinairement lente de la chose. Il s'est trouvé qu'à l'époque, il était en mal de piano.
puisque son Steinway 318 était tombé, enfin il y avait des tas de problèmes, et il était désespéré de ne pas pouvoir trouver un piano à sa convenance. Et puis un beau jour, il m'a appelé en disant: j'ai trouvé à New York un autre Steinway absolument splendide, qui va te convenir parfaitement. Il a, sans la moindre délibération, il a acheté le Steinway, il l'a fait venir à Toronto, et on avait ce nouveau Steinway dans le studio pour la fugue en mi majeur. Et on a fait plusieurs tournages, plusieurs enregistrements sonores aussi de la fugue, et ça a été une déception totale. Et il m'a dit: ce piano n'est pas du tout ce que je souhaite. Et on est revenu, ce qui fait que dans le film, en fait, on utilise deux pianos. Bon, je passe de l'un à l'autre. Et il m'avait sorti cette phrase absolument merveilleuse: seul le 318 me permet d'avoir une sonorité liturgique. Ah ouais. Donc, si vous voulez, je crois que l'aspect du laboratoire du studio d'enregistrement existait très fort en lui, mais ça n'impliquait pas forcément une approche de plus en plus sèche et délibérée toujours. Mais il y avait ce côté mystique en lui qui pouvait renaître à n'importe quel moment. Ce qui fait que moi j'aurais été très 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 curieux d'avoir une autre version complète du clavier intempéré, et finalement de tout ce qu'il a pu jouer. Il considérait qu'il allait dans les dernières années réenregistrer un certain nombre de ces morceaux qui avaient été proches de lui pendant longtemps. Puis pour le récital du Carnegie Hall, il y aurait eu quelques morceaux qu'il n'avait jamais enregistrés. Et puis après, il se serait tu musicalement, à moins de composer davantage, et surtout de faire son œuvre littéraire, qui était tellement présente. Parce que finalement, dans ce film, vous entendez pas mal des textes de lui que j'ai essayé de regrouper et qui sont dits par Mathieu Amalric, effectivement, pour la version française. Ce que j'ai pu trouver de textes dits par Glenn même, c'était forcément assez limité, dont le premier texte sur complètement délirant sur les secondes et les années. C'est un truc, vous savez où je l'ai trouvé? Non. Vous savez, j'ai erré à travers tout le territoire des États-Unis. Est-ce que c'était pas dans ses émissions de radio? Parce qu'il a fait des émissions de radio, c'était extraordinaire. Il a fait des tas d'émissions de radio, bien entendu. Mais ça, j'ai trouvé ça à Terre-Neuve. Je me suis pointé aussi parce que je voulais aller sur les lieux. J'ai fait des repérages considérables pour aller sur les lieux dont on avait parlé ou sur lesquels il avait écrit. Et j'ai trouvé dans une station de radio à Terre-Neuve ce texte que personne n'avait jamais entendu, et qu'il avait simplement enregistré pour s'amuser au moment où il était à la recherche de ces personnages pour ses documentaires radio. Ouais. Voilà. Et quand j'ai entendu cette phrase, je me suis dit, bon, ça c'est mon début de film à tous les coups. On ne peut pas imaginer quelque chose de plus intriguant, de plus curieux, de plus qui ouvre toute la question de la personnalité. Et donc, il serait certainement, il aurait fait, et oui, sur les textes donc que j'ai pu réunir ou que j'avais en manuscrit par lui, mais sans sa voix, j'ai désespérément cherché pendant plusieurs années de trouver un imitateur. Or, en France, on avait des très bons imitateurs. Il y avait quelqu'un comme Thierry Luleron qui faisait très bien. Et j'ai auditionné je ne sais combien d'acteurs canadiens, d'acteurs américains, et c'était à chaque fois terriblement décevant parce que je voulais quelqu'un qui soit capable de donner, d'abord avoir l'accent torontois qui était très particulier à Gould, son intonation, sa manière de faire, et même en travaillant, je n'arrivais pas à trouver. Jusqu'au moment où à Londres, j'ai trouvé quelqu'un qui est, paraît-il, très célèbre en Angleterre, qui s'appelle Rory Bremner, et qui m'a fait ça de manière à peu près satisfaisante. Mais pour la version française, j'ai demandé simplement à Mathieu Amalric, parce qu'il m'avait écrit au sujet du film sur Richter. Il avait été bouleversé par ce film, et je me suis dit qu'il était très impliqué dans l'histoire musicale et qu'il pourrait faire ça proprement. Mais là, il n'y a pas de souci pour trouver une voix qui ressemble à celle de Gould, puisqu'en français, on change de langue, et ce n'est pas un problème. Pardon, je me lance sur des tas de choses qui vous intéressent. C'est bien. On vous suit, non. Puisqu'on vous parler des versions de morceaux, on a entendu ici, par exemple, dans ce film, Widerstehe d'Ordersund résiste donc au péché, qui était chanté ici. Donc Glenn Gould était accompagné de cordes, et puis il y avait un chanteur, je ne sais pas qui c'était cette version, mais il se trouve que vous l'avez interprété aussi, Nicolas Godin. Alors je me demandais si Bruno Mont-Saint-Jean, vous aviez entendu la version de Nicolas Godin, parce que on a l'impression que la voix de la chanteuse dit tout le contraire de Protège-nous du péché, parce qu'elle nous invite complètement au péché. C'est pas de la chanteuse, c'est un chanteur.
il y a les deux. Il y a d'abord le chanteur et c'est vrai qu'après, à la fin, il y a une... Chez vous, oui, chez vous, oui, c'est ça. Alors, oui, chez Nicolas, bien entendu, je l'ai entendu. Nicolas m'a invité chez lui au moment où le contrepoint était pratiquement prêt. Et j'ai pu entendre ça en avant-première. Et j'ai été stupéfait parce que j'ai entendu et par l'extraordinaire, non pas transposition, mais une espèce de prolongement de cette idée de contrepoint qui est au cœur de la pensée gouldienne et qui est arrivée dans le style de Nicolas à un degré de perfection tout à fait étonnant. Oui, bien sûr, et cette Widerstehung der Sünde, donc de Bach, la cantate 54, le chanteur qui juste là s'appelle Russell Oberlin, il vient de mourir. Il a disparu il y a quelques mois simplement. Il y a beaucoup de questions dans ce film à propos de Gould, mais c'est quelque chose qui revient beaucoup dans vos autres films. En tout cas, les musiciens auxquels vous vous intéressez, il y a souvent une part de réflexion mystique qui est très importante. Je pense notamment à Nadia Boulanger, qui parle vraiment donc une très grande pédagogue, qui a une importance considérable sur beaucoup de musiciens. Et voilà, elle explique qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'inexplicable dans certains chefs-d'œuvre et que forcément ce serait lié à une forme en tout cas ça correspond à sa croyance, puisqu'elle était une fervente chrétienne. Je me demandais si ça faisait écho chez vous, Nicolas Godin, s'il y avait quelque chose aussi dans la musique, une forme de verticalité, puisque bon, chez Bach c'est très présent, on entre en communication avec un au-delà, ou en tout cas par la musique. Alors ce qui m'a profondément marqué chez Bach, et c'est pour ça que j'ai eu aucun complexe pour m'y attaquer, c'était justement ce parallèle avec la religion chrétienne, c'est-à-dire que Bach n'est pas un génie qui vous écrase, c'est un génie qui vous accueille, et donc moi je sais qu'en plus je suis autodidacte, et donc je suis particulièrement doublement je dirais, au bas de l'échelle en termes de technicité musicale. Et donc, quand je me suis attaqué au clavier bien tempéré, je n'ai pas du tout été découragé. Et c'était parce que j'avais l'impression que Bach me disait, écoute, cette musique est absolument incroyable, mais bienvenue. Et, dans le sens où... et c'est un peu le message je trouve, moi je m'intéresse beaucoup aux religions, et je trouve que le Dieu chrétien, il est un peu comme ça, il est omnipotent, il est surpuissant, mais il vous accueille comme un berger, voilà. C'est tout ce message du christianisme, et je trouve que Bach, par rapport à tous les grands compositeurs que j'admire, je le trouve humble dans son génie, alors que d'autres génies musicaux comme Wagner ou Beethoven ou même Chopin, je suis beaucoup plus... c'est comme si c'était deux mondes séparés, et c'est des choses auxquelles je n'oserais jamais m'attaquer. J'ai l'impression qu'ils sont inatteignables, alors que Jean-Sébastien Bach, c'est quelque chose, on peut rentrer dedans, il nous accueille de manière généreuse. Et ça, c'est vraiment le point commun que j'ai trouvé avec la religion. Voilà. Bruno Mont-Saint-Jean, je mentionnais Nadia Boulanger. Le film a été diffusé cette semaine. Donc c'était une pédagogue. Vous l'avez montré ici ? Ah oui, il a été présenté ici cette semaine. Oui. Demain, il y aura un film consacré à Julia Varadi. Mais le film sur Nadia Boulanger faisait partie de la sélection. Voilà, pour ceux qui ne la connaissent pas, sa sœur était compositrice, elle a cessé de faire de la musique, et elle s'est dévouée à l'enseignement, et elle a formé des tas de musiciens en France, aux États-Unis. Elle a été très importante pour des gens comme Michel Legrand, pour Quincy Jones. Et puis on voit dans le film que vous lui consacrez, on voit parmi ses élèves Émile Naoumov, qui à l'époque est vraiment un enfant tout petit. Et je me demandais si finalement ce que vous filmiez à travers tout, quels que soient les musiciens, c'est pas toujours cette question de la transmission. J'ai l'impression que c'est ça le véritable sujet de votre film, de votre cinéma. Bruno Mont-Saint-Jean. Peut-être ça. Moi, j'ai surtout le sentiment par cette activité de vouloir convertir. Ça va. Convertir. L'art de la musique, qui me semble quelque chose qui est parfois en perdition. J'espère, j'ai la conviction absolue que
des films tels que je les conçois peuvent avoir un impact émotionnel aussi fort que tous les films de fiction qu'on peut imaginer. Et y compris quand j'aborde un genre qui chevauche les deux. Il y a beaucoup d'éléments de fiction ici, beaucoup d'éléments purement documentaires. Le fait qu'on a une doublure pour jouer les rôles dans certains moments, comme c'était pas très compliqué, puisqu'il suffit de mettre des gants, une casquette et un manteau, et puis une silhouette qui permet de croire que c'est Gould. Il y a même un moment dans l'étude en la mineure de l'opus 10 de Chopin qui va à toute vitesse, c'est moi qui fais les doigts avec un gant, tout simplement, puisque je n'avais pas aucune image pour ça. Et l'épisode de cette étude de Chopin, c'est absolument extraordinaire. J'ai trouvé chez Gould, quand il avait 15 ans, il s'amusait déjà à faire de la radio. Et il a fait une interview imaginaire de Horowitz, et qui est extraordinairement drôle. Donc il y a un dialogue entre lui et Horowitz. Et Horowitz, qui n'est pas là, bien entendu, c'est Gould qui imite Horowitz. Et Glenn le rend assez ridicule d'ailleurs, puisqu'il lui dit alors vous avez joué les 32 sonates de Beethoven, et Horowitz répond yes, I played them 32 times. Et vous avez joué les 48 préludes des fugues? Oui, je les ai rangés 48 fois, une fois à Tomsk, une autre fois à Omsk, une fois, enfin oui. Et puis je suis capable de les jouer plus vite que n'importe qui d'autre. Et à ce moment-là, Glenn joue lui-même à 15 ans chez lui sur cette étude de Chopin absolument ahurissante. C'est absolument incroyable ce qu'il fait. Et voilà, j'ai trouvé ce petit bout d'interview dans les quelques... Enfin, d'interviews imaginaires, dans l'énorme quantité de choses enregistrées qui existaient chez lui, et auxquelles j'ai finalement pu avoir accès après sa mort. Mais ça me donnait une idée d'ailleurs du fait qu'il avait été intéressé par les problèmes de communication de la musique dès le plus jeune âge. C'est pas quelque chose qui a été artificiellement développé par lui. Et je crois finalement, peut-être une des choses les plus impressionnantes chez quelqu'un dont le génie est évident. Moi j'étais avec lui avec la plus grande simplicité de nos rapports, de toute façon quand même devant l'évidence permanente du génie et non pas intermittente. Il n'y avait pas un moment où il était habituel, commun. On avait toujours cette espèce de stimulation extraordinairement forte avec lui. Et donc tout ça faisait partie effectivement d'une volonté pour moi, et je dois dire, beaucoup avec son aide, parce que on a travaillé considérablement pendant des années à faire ces films. Et après coup, quand j'ai fait cet autre film qui m'a pris aussi plusieurs années, j'étais en communication permanente avec lui. Mais sérieusement, je veux dire que c'était d'abord parce qu'il m'a appris une chose, je crois que c'est auprès de lui que j'ai appris cette chose, un traitement, la rigueur du traitement, la rigueur de la construction. Je pense qu'un film comme ça, qui est relativement étendu, ne pourrait pas dire s'il n'y avait pas cette espèce de fil conducteur et cette rigueur absolue des transitions. Et c'est avec lui que j'ai pu vraiment me faire à mon métier. C'est un métier qu'il connaissait lui-même très bien. Dans le domaine de l'enregistrement sonore, il n'avait pas de compétences directement pour diriger un film, encore que ça le ferait mieux aussi facilement. Quand on tournait avec lui, il me laissait une totale liberté. Du moment que je ne lui demande pas de faire des choses qui soient folles, qui soient hors de son... Il y avait un moment, je me suis très bien, je lui avais proposé une mise en scène un peu spéciale, et il m'avait sorti, il m'a dit « You are getting into your Ken Russell period as soon as I'm leaving it. » Vous êtes en train d'entrer dans votre période Ken Russellienne au moment où moi-même j'en sors, etc. Mais à part ça, on avait cette absolument tranquillité de rapport, et ça nous a permis de beaucoup travailler ensemble. Parmi nos séances de travail, il y avait des moments qui étaient littéralement stupéfiants. On travaillait beaucoup il habitait un hôtel, et on travaillait toute la nuit, et c'était un hôtel énorme dans lequel personne n'était parfaitement anonyme là-dedans. Il avait un studio qui était entièrement avec du... Comment est-ce qu'on appelle ça? C'est du liège qui
permettait d'être absolument isolé de tout le reste. Et on pouvait travailler toute la nuit. Et il y avait des épisodes absolument stupéfiants, comme une des nuits où on travaillait sur notre script, sur Bach. Donc on avait répété tout ça, écrit tout ça, je ne sais combien de fois, échangé des lettres à travers l'Atlantique, puis après les répétant chez lui avec le chronomètre. Et en particulier dans la fugue en mi majeur, on s'était aperçu qu'on ne devait pas dépasser 58 minutes. C'est le format qu'on nous avait imposé. Et on s'était aperçu en répétant, une fois que notre script était complètement rédigé, complètement fait, on répétait, n'est-ce pas, tout. Il n'y avait pas de piano, mais ça veut dire qu'on chantait nous-mêmes les œuvres telles qu'ils chantaient, comptaient le faire. Après l'avoir examiné, décider du rythme, etc. Et ce qui fait que on était capable, avec un chronomètre, de mesurer la durée exacte de ce qu'on faisait faire. Et une nuit, on s'est aperçu que le film sur un art de la fugue on avait mal prévu les choses, il dépassait de 5 ou 6 minutes le format autorisé. Et donc Glenn m'a proposé simplement qu'on se débarrasse d'un certain nombre de musiques qu'il devait jouer. Et je lui ai dit que c'est impossible, que l'harmonie, enfin même la cohérence d'un film ne peut venir d'un équilibre entre la parole et la musique. On ne peut pas laisser prédominer l'équilibre en faveur de la parole et au détriment de la musique. Et à ce moment-là, je lui ai dit, il y aurait une manière de faire qui serait assez simple, sur laquelle on gagnerait du temps, c'est que sur la fugue en mi majeur qu'on avait prévu de décortiquer, et là la transmission est tout à fait nette, de décortiquer, d'abord qu'il la joue, puis après il la décortique, et en troisième lieu, il la rejoue. Et ça prenait du temps. Et je lui ai dit à ce moment-là, l'idée, ça serait de la décortiquer en même temps que tu la joues. Bon. Et là, il a eu une explosion de joie en me disant, mais c'est absolument, on ne pouvait pas imaginer mieux parce qu'on parle du contrepoint. Donc, ce serait rajouter une couche de contrepoint à ce qu'on comptait faire. Donc, c'est parfait. Et alors, il n'a pas eu la moindre hésitation en disant, mais parler, des choses compliquées en même temps que je joue, ça va être difficile. Il m'a dit simplement, il faut absolument qu'on trouve des micros qui nous permettent d'équilibrer la voix et le jeu de piano. C'est comme ça qu'on a réalisé cette chose. Et ça donne lieu à un épisode qui est simplement qui vous laisse pantelant de voir l'aisance avec laquelle il joue des musiques horriblement complexes et un texte terriblement complexe lui aussi, sans la moindre hésitation. Voilà. Et lors de ces nuits de travail avec l'une de celles où j'ai été le plus stupéfait aussi, on avait rédigé, on était en rédaction de notre dialogue, et on avait travaillé toute la nuit, et vers le coup de 5-6 heures du matin, moi j'étais épuisé, et je voulais partir me coucher, et il m'a dit, est-ce que tu pourrais attendre encore un petit instant, parce que je voudrais te lire ce que j'ai écrit cette nuit. Je dis, je vois pas, on vient d'écrire ensemble. Non, il avait écrit en parallèle ce texte magnifique qui est une imitation de Arthur Rubinstein racontant ses succès dans ses mémoires. Et c'était une parodie de Rubinstein qui était simplement hilarante, qui est un vrai chef-d'œuvre littéraire. Je ne sais pas si vous l'avez lu, c'est fantastique. J'ai mis ça dans le dernier Puritain. Ah oui, d'accord. Ouais. Et c'était un texte extraordinairement drôle. Et il avait écrit ça en même temps qu'on écrivait nos textes sur Bach, pendant la même nuit. Il était là, il faisait une double écriture. Donc il avait cette capacité polyphonique que je n'ai connue chez personne, à ce degré d'aisance et d'intensité. Pardon, c'est une anecdote. Nicolas Godin, on voit le plaisir que va trouver Gould en restant dans le studio, en s'enfermant et en travaillant énormément de studio et justement s'étant débarrassé de ce qui était pour lui les tracas de la scène. C'est une tentation pour vous aussi de peut-être ne plus faire de scène et se concentrer sur le plaisir du studio? C'est une tentation, mais à chaque fois que cette tentation m'a pris, j'ai réfléchi à quel point j'avais tellement travaillé pour arriver à jouer, parce que finalement arriver à être sur scène et jouer sa musique et qu'il y a un public qui est là et qui apprécie, c'est une chose unique au monde. Et moi c'était mon rêve d'enfant et j'hésite quand même à foutre en l'air ce rêve-là, même si parfois la répétition des morceaux effectivement, donc en fait c'est juste une question de dosage.
je me suis rendu compte à quel point, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, la magie, quand on a accès à la magie de la scène, je pense que par politesse, il ne faut pas y renoncer. Parce que voilà, c'est quelque chose qui peut pas s'acheter, et c'est quelque chose que uniquement les musiciens peuvent connaître, et qu'on a eu la chance d'y être arrivé, même par respect pour moi-même. Et c'est pour ça que j'admire énormément Gould, parce qu'il n'y a aucune once d'orgueil personnel. Lui, il est radical, il a arrêté complètement. Et il n'a pas du tout ces raisonnements que moi je peux avoir. Il est vraiment dans une autre planète, dans une autre dimension. C'est pas vraiment c'est la plus grande intégrité que j'ai jamais vue de ma vie, quoi. C'est l'autre aspect, cette idée exprimée par cet autre grand esprit de la musique qui est Menuhin, lorsqu'il parle de communion. Oui. Je me suis demandé, est-ce que c'est vous qui faites la confrontation entre Menuhin... Alors, est-ce que vous avez du temps pour que je vous raconte ce qui s'est passé? Ça va prendre quand même 2-3 minutes. Bon. Il s'est trouvé que j'avais tourné une séquence dans mes premiers films avec Gould qui se passait autour de l'enregistrement, qui était une vraie examen de la philosophie de l'enregistrement. Et on avait terminé par une séquence de mixage qui était extraordinaire, dans laquelle Gould manipule lui-même des appareils après avoir enregistré 2 pièces de Scriabine. Et Menuhin, quelques années plus tard, avait fait une série de films pour la télévision canadienne qui s'appelait The Music of Man, l'homme et sa musique. Quelque chose de 8 épisodes, absolument extraordinaire. Et il souhaitait beaucoup insérer dans un de ses films la séquence avec Gould. Donc il voulait tourner avec Gould quelque chose dans lequel ils auraient une discussion à propos de le concert contre l'enregistrement et le concert. Et alors, j'ai 2 versions de la chose. J'ai la version de Yehudi et j'ai la version de Glenn. Je peux commencer par celle de Glenn, tout simplement. Donc, Glenn, devant le problème, cette nécessité de la rigueur, m'a dit qu'il avait, lorsque Menuhin est arrivé à Toronto, il enregistrait la sonate de Bartók filmée pour les besoins de ses films. Et Glenn a été le rejoint dans une église de Toronto où Yehudi jouait la sonate de Bartók. Et Glenn n'aurait pas pu supporter qu'on fasse ça pour lui. Il n'était pas question d'avoir qui que ce soit qui n'appartienne pas à la production de la chose. Donc il était extraordinairement timide. Il s'était caché derrière une colonne de l'église. Et lorsqu'il y a eu une interruption, il est venu vers Yehudi. Il lui a donné le texte qu'il avait écrit, dans lequel il y avait le rôle de Menuhin écrit. Et il lui a donné ça comme ça. Et puis, avec un petit mot en lui disant, il faut apprendre ça par cœur pour pouvoir le dire demain lorsqu'on tournera la séquence. Alors, la version de Glenn, c'est que le lendemain, quand ils ont tourné, Yehudi a fait l'imbécile. Comme quoi, il ne savait pas, il ne pouvait pas lire quelque chose. Et il a imposé d'une certaine manière une conversation improvisée. Et vous me dites c'était absolument affreux. Je suis sorti de là très très mal à l'aise. Et puis en repartant rapidement, je suis tombé sur un petit piano droit Petrov. Et je me suis installé sur mes genoux et j'ai joué le piano Petrov pour savoir ce que c'était que cet instrument. Et puis je suis parti. Mais Yehudi est arrivé entre-temps, il avait rangé son violon, il est arrivé, il a écouté, et puis voilà, voilà ce qui s'est passé. Version de Menuhin, pratiquement quelques mois plus tard, chez lui, il m'a dit, tu sais, c'était absolument extraordinaire avec Glenn. Il a eu l'idée loufoque de vouloir me faire dire un texte qu'il avait écrit, dans lequel je jouais mon propre rôle. Bon, c'était bien entendu, c'était complètement loufoque, il n'était pas question. Donc, et alors, mais il est venu dans l'église où j'étais en train de travailler, il était comme une espèce de fantôme, et il m'a juste déposé quelque chose dans les mains, il est parti avec j'ai eu l'impression de quelqu'un de très hostile, alors qu'il se connaissait. Et voilà, puis dans le studio, je lui ai fait comprendre qu'il n'était pas question. Donc on a eu une conversation absolument merveilleuse, c'était un délice. Il était tellement bon. Et puis en plus, il nous a donné un récital sur un petit piano qui se trouvait là pour montrer l'amitié qu'il avait pour moi, comme signe de réconciliation. Donc c'était une interprétation totalement opposée de tout ce qui avait eu lieu. Et cela dit,
Donc j'ai retrouvé cette séquence et je l'ai remontée pour faire en sorte qu'on ait d'une certaine manière, on a le révérend père Menuhin et le Faust et le diable de Gould qui sont en train de dialoguer sur un registre dans lequel ils ne peuvent pas aboutir à un compromis. Et ce qui est marrant dans le film, c'est que quand il joue, on a plutôt l'impression que Yehudi est diabolique. Il a un visage complètement méphistophélique, ouais. Et Gould est plutôt quand il joue, il est au ciel, il est au paradis. On voit qu'il est béat. Il est dans une musique, Francis Schoenberg, avec laquelle il n'a aucun problème. Je veux dire, il joue ça de mémoire, sans aucun problème. C'est une partition absolument infernale. Et Yehudi j'ai tout en répondant à ce sujet, Yehudi avait longtemps résisté à l'idée de faire de Schoenberg. Il avait proposé une sonate de Bartók, sans imaginer que Glenn ne pouvait pas supporter Bartók, donc ça n'aurait pas pu marcher. Donc il a joué la fantaisie de Schoenberg avec un grand courage et un intérêt profond. Il m'a toujours dit c'était une révélation de voir quelqu'un qui nageait dans cette musique avec tellement d'aisance et tellement de lyrisme, alors que pour lui c'était et Glenn m'avait raconté que la première fois qu'on s'était vraiment rencontrés, il m'avait dit ça a été un moment absolument prodigieux parce qu'on a passé toutes les 2 journées qui précédaient l'enregistrement, on n'a travaillé que Schoenberg et c'était une catastrophe. Il ne connaissait pas la partition. Parlant de Menuhin, ça bredouillait de partout et puis quand il l'a joué le dernier jour, c'était comme s'il avait joué ça non seulement toute sa vie, mais avec une force de conviction qui faisait croire qu'il adorait cette œuvre. Et pour lui, c'était le summum de la grandeur. Voilà. Donc, écoutez, je crois que si on commençait à raconter des histoires, ça pourrait durer toute la nuit. Donc, il faut qu'on y aille parce qu'à 19h30, voilà. Il faut qu'on rejoigne à un autre endroit. Merci à tous. Merci à vous.